Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette troisième rétro-critique consacrée à la saga Transformers. Et aujourd'hui on va parler du deuxième film live-action réalisé par Michael Bay, Transformers The Revenge of the Fallen. Putain, j'ai bien aimé, enfin j'ai mieux aimé que le 1, alors que tout le monde m'avait dit que ça allait être horrible, et que le contexte fait que le film devrait être horrible, et même Michael Bay a dit que son film était merdique, et Shia LaBeouf a aussi dit que ce film était nul. Bref, donc tous les gens qui ont bossé dessus et qui ont fait le film disent que ce film est une merde. Et je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça mieux que le 1. Enfin, en fait, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai trouvé ça mieux que le 1. Mais alors déjà, il faut un peu raconter le contexte de ce film. C'est-à-dire que ce film a été écrit et allé en tournage pendant la grève des scénaristes qui a touché Hollywood lors de l'année 2007-2008, si je m'abuse. Ce qui fait que, grosso merdo, ils ont écrit le film en 3 semaines parce qu'ils devaient tourner, ils avaient des impératifs, je sais pas, de date de sortie, j'imagine. Et je crois qu'il est parti en tournage avec un truc comme genre 9 pages de scénario, enfin un truc pas du tout abouti, et en fait c'est peut-être ça qui fait que j'ai bien aimé le film. Parce qu'on sent que le film il est un peu foireux quoi, c'est pas un blockbuster bien calibré comme tout ce qu'on nous sert depuis quelques années. Là ça essaie d'être bien calibré, mais c'est fait totalement à la va-vite, et il y a des approximations dans tous les sens, il y a des trucs mais totalement what the fuck, je vais y revenir, donc ça crée un espèce de produit hybride qui lui donne un certain charme en fait. Moi j'ai trouvé que le fait que ce soit pas parfait et que ça n'essaie pas d'être parfait lui donne une petite beauté, comme une petite beauté typique. Donc Transformers The Revenge of the Fallen, ça parle de quoi? Alors écoutez, ça parle de quoi? Bonne question. Alors au départ ça parle du fait qu'en fait les Transformers ils étaient sur Terre il y a très longtemps. Voilà, donc il y a un espèce de flashback avec la voix off d'Optimus Prime qui te raconte que les hommes de Cro-Magnon ont vu les Transformers. Je trouve que cette séquence est minable. Enfin, tu sens le réalisateur qui dit « Vous allez en haut de la colline, vous posez en contre-jour, faites les Cro-Magnons là !» Je trouve que ce plan-là fonctionne pas, j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, l'esthétique reste plutôt jolie et c'est super intriguant de se dire « Ouais, les Transformers sont sur Terre depuis super longtemps, et c'est bizarre !» Après, on part sur totalement autre chose, que j'avoue, j'aime beaucoup. On part sur une espèce de task force qui est mise en place avec des Autobots et des militaires pour aller chasser les derniers comment ça s'appelle, Decepticons là qui traînent. Donc c'est pas mal. Il y a une scène à Shanghai qui a en fait été tournée en Pennsylvanie devant une usine de métaux là, mais il nous faut croire que c'est en Shanghai. Il commence à draguer la Chine avec ce film et vous allez voir, ça va payer dans les prochains. Mais voilà, donc il tombe sur une espèce de, je sais pas, un tracteur de chantier, une grue là qui est en fait un énorme Decepticon. Et ils se mettent à le chasser dans tout Shanghai, et une scène d'action tonitruante avec des explosions de partout. Alors on retrouve les mêmes explosions que dans le précédent, c'est des feux d'artifice les trucs quoi. Putain mais tu sens les feux d'artifice, tu sens les espèces de fusées qui partent en l'air là. Mais ça ressemble pas à ça une explosion, enfin c'est moi ou je suis le seul à trouver que les explosions ne ressemblent pas à des vraies explosions dans ce film. Alors je dois dire que dans cette scène d'action il y a une transformation d'un Autobot, ce que je trouve mais illisible. C'est-à-dire que ça se veut être classe, t'as la voiture qui arrive et d'un coup, où ça devient Transformers, mais tu ne comprends rien à ce qui se passe, quoi. Je trouve que visuellement, le film a des bons moments, mais il y a des moments, franchement, Michael Bay, il est pas capable de faire des trucs lisibles. Hein. Il alterne entre le très intéressant et le très inintéressant. Donc on a cette task force, je trouve ce concept plutôt cool, les Autobots qui s'allient aux humains, qui chassent, enfin, ça aurait presque pu faire un film en soi, mais non, parce que déjà, on retrouve la famille Witwicky. Et tu te demandes vraiment, mais pourquoi on se retrouve à les suivre, quoi. Surtout les parents, mais pourquoi on les voit autant? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre d'eux? Donc t'as Shia LaBeouf qui va aller au collège, enfin à l'université. Bon, Shia LaBeouf, pour le coup, dans ce film, je le trouve vraiment inintéressant. Je trouve qu'il a perdu totalement son esprit un peu décalé qu'il y avait dans le premier. Là, il est plat, il est vraiment premier degré, il n'y a rien d'intéressant dans son rôle. J'étais très déçu. Megan Fox, elle est encore une fois introduite dans une pose qui est quand même hyper douteuse. Pourquoi t'introduis ton personnage comme As, quoi? Putain, le cul en avant sur une moto. Enfin, mais Michael, bordel, respecte un peu tout le monde, bordel. Oh là là. Putain. Et donc on va être forcé de suivre leur espèce d'histoire d'amour compliquée où il n'arrive pas à lui dire je t'aime. Et... Bon, alors ça, franchement, le problème c'est que le film a un scénario un peu totalement pété là, et ils font quand même un film de 2h30, donc c'est interminable. Et tu te dis, mais pourquoi vous n'avez pas juste enlevé ces 35 minutes qui servent pas à grand chose avec la mère qui se retrouve à manger des cheesecakes à l'université et à foutre la honte pour faire de l'humour et tout, mais c'est nul. Mais c'est nul. Après, les trucs, dans les personnages, je trouve même pas ça cohérent. Le mec, il essaye de faire vivre sa relation à distance avec sa copine, il lui dit on va faire du sexe par webcam, et en fait, il se retrouve à une soirée où genre il la laisse en plan,
Alors au final, il y a une meuf qui le drague, enfin, c'est hyper... un peu bizarre tout ça, mais la réaction, le comportement de Shia LaBeouf est super bizarre. Après, il est perturbé dans sa tête parce qu'il a touché la pièce du cube qu'il a retrouvé dans son blouson du premier film en faisant ses affaires pour aller à l'université. Et c'est ce qui va un peu déclencher le film, ce schmilblick là, donc il se retrouve possédé par toute la connaissance du cube, des Transformers. Putain, mais à résumer, il est horrible ce film en fait. Donc cette partie avec Shia LaBeouf, elle est totalement horrible et inintéressante, mais moi j'aime beaucoup la partie qui se passe avec les militaires et les Autobots, qui suite au bordel qu'ils ont fait à Shanghai, se retrouvent à avoir des brouilles avec un espèce de mec qui vient de la part du président des États-Unis. Et là, on a une des facilités de scénario les plus aberrantes de ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a un satellite Decepticons dans l'espace, qui donc, que personne ne repère évidemment, et qui se connecte à un satellite de l'armée américaine, mais personne ne le repère non plus évidemment. D'ailleurs, Michael Bay va réutiliser des images de satellite 2 fois dans le film, les mêmes plans, pour raconter 2 choses différentes. Le mec qui commence vraiment à faire un film en mode grosse économie, quoi. Putain, mais ça me fait trop rire. Parce que j'ai bien aimé le film, mais en fait, c'est quand même vraiment une escroquerie, quoi. C'est pas une escroquerie, mais putain, le mec, c'est un fou en fait, Michael Bay, quoi. C'est un gros taré. Putain. J'ai regardé le making-of après, l'équipe technique, ils disent mais c'est un fou ce mec, il nous épuise, il tourne trop vite, on en peut plus. Michael Bay l'exploiteur. Et donc le mec du président, dans un discours, il révèle tout. Genre il est là, il révèle tout. Il dit oui, alors on sait que le cube, le dernier morceau du cube qui reste, il est dans ce bunker qui se retrouve là. Et on sait aussi que Megatron, il est au fond de l'océan, dans cet endroit-là. Et donc évidemment, ils sont écoutés par les Decepticons, qui donc vont savoir où récupérer le cube et où est Megatron pour aller le réanimer. Mais quelle idée de merde de scénario. Mais comment tu oses faire dire ça à un personnage? Comment un personnage peut débarquer dans une pièce et dire tous les trucs confidentiels, je vais tous vous les révéler parce que je ne suis absolument pas écouté par les ennemis à qui j'essaie de cacher toutes ces informations. Bah si, connard. Mais putain, scénario de merde, écrit en 3 semaines. mais putain, mais c'est trop drôle. Ce film est beaucoup trop con. Bon alors par contre il y a une scène qui est vraiment classe, une fois qu'ils ont eu cette magnifique information de où était caché le dernier morceau du cube là, donc il y a une espèce de météorite qui tombe dans l'eau et il y a une panthère qui en sort, panthère évidemment Decepticons, qui est pas mal, franchement cette scène est cool et après elle balance des billes, les billes forment un espèce de nouveau Decepticons tout plat avec un œil qui vole le morceau de Tesseract là, enfin de cube, j'appelle ça un Tesseract mais je crois que c'est un cube là, mais ça c'était cool. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. En parallèle, t'as une voiture téléguidée des Decepticons qui vient chercher le morceau de cube que Shia LaBeouf a confié à Megan Fox. Je sais pas pourquoi il lui a confié, mais il lui a confié. Et donc, cette voiture téléguidée, parce qu'elle se fait avoir par des pièges à souris. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce film se fait en fait choper par Megan Fox qui dit « Oh là là, vite, Shia LaBeouf est en danger, il faut que j'aille le sauver » et qui va prendre l'avion en enfermant le petit Decepticons dans une mallette et elle va retrouver Shia LaBeouf. Le truc c'est que quand elle arrive dans la chambre de Shia LaBeouf, et ben en fait il est en train de coucher avec une meuf qui se retrouve être en fait un Decepticons et là tu découvres que les Decepticons peuvent prendre l'apparence de bonasses. C'est beaucoup trop perturbant, je ne savais pas. Pourquoi vous vous déguisez en voiture? Pourquoi vous pouvez vous déguiser en humain? C'est plus simple. Alors après, est-ce que ça dépend de la taille des Decepticons? Voilà, ça devient très très compliqué. Bon, en tout cas, Megan Fox, elle est en mode badass, elle défonce le Decepticons. Et le couple se retrouve un peu en brouille, parce que fatalement, elle l'a vu en train de pécho un robot, quoi. Qui, sur le moment, n'était pas vraiment un robot. Il y a de l'eau dans le gaz. Une fois qu'ils ont récupéré leur morceau de cube, les Decepticons, ils vont aller réveiller Megatron, qui est au fond de l'océan, parce qu'évidemment, ils savent où c'est maintenant. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que dans le premier épisode, le morceau de cube tuait Megatron, et là, il le réveille. Alors en tout cas, Megatron, il va aller voir son chef, parce qu'en fait, Megatron n'est pas le chef, il a un chef au-dessus, qui est le Fallen, qui est un ancien Transformers. J'ai rien compris. Ah putain, j'ai encore rien compris. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont besoin de Sam Witwicky pour trouver un truc qui s'appelle la Matrix, qui est en fait une clé d'activation d'une grosse machine qui va être cachée plus tard sous les pyramides d'Égypte, qui permet de récupérer toute l'énergie du soleil, et donc d'anéantir la vie sur Terre, et de rendre le super méchant super fort. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris du plan du méchant, donc on se retrouve encore une fois, comme dans le 1,
à avoir un scénario avec ce fameux truc de Hitchcock, là, le fameux... Ah putain, c'est quoi ce terme? Un MacGuffin, un bon vieux MacGuffin où on va mettre un objet pour que tout le monde se mette à sa poursuite. Voilà. Donc on a ce putain de MacGuffin de nouveau. Mais entre temps, il se passe quand même un événement de ouf. Et dans ce film, il y a un truc qui m'a vraiment fait kiffer, il faut l'avouer, c'est Optimus Prime. Optimus Prime, il a vraiment de l'allure dans ce film. Je comprends un peu le culte qu'il y a autour de ce personnage, parce que là, c'est vraiment le guerrier, comment il répond au mec du président des États-Unis, comment il parle à l'armée américaine. Voilà, le mec, tu vois ses valeurs, tu vois que c'est vraiment un bonhomme, enfin c'est un robot, mais un camion, mais c'est aussi un bonhomme, quoi. Franchement, un vrai héros, quoi. Et il crève, putain, il crève dans un combat énorme dans la forêt, c'est un très beau combat. C'est la première fois où j'ai vu des robots se battre les uns contre les autres dans les films Transformers, et là je me suis enfin dit, ah putain, mais ça peut être cool en fait. Ça peut avoir de la gueule, parce que je sais pas, avant je trouvais ça toujours inintéressant. Et là commence à y avoir des petits moments d'action qui m'ont fait genre, ouais, quand il coupe des gens avec son épée et tout, ouais, ça a de la gueule. Là j'ai kiffé. Mais putain, il meurt. Ah là là, émotion quoi. Émotion. Putain, Optimus Prime, il crève. Et donc en parallèle, on a les méchants qui veulent récupérer ce truc pour détruire la Terre, et Sam Witwicky qui veut récupérer ce truc pour réveiller Optimus Prime, pour sauver Optimus Prime, parce que Optimus Prime, le fait qu'il soit mort, ça a réveillé le Fallen, parce qu'ils sont liés en fait. Et le Fallen, si Optimus Prime, il n'y a qu'Optimus Prime qui peut le tuer, ou un truc comme ça. Enfin, bon bref, on est un peu dans du n'importe nawak. C'est pas grave, l'important c'est qu'il y a un gros gouffre de 30 minutes où il y a des explications, où on a une espèce de quête à la con, où il y a John Turturro qui revient, mais qui a en fait été déchu de son pays. Donc là, on retrouve un thème cher à Michael Bay, qui est le soldat sacrifié, parce qu'en fait, une fois que l'histoire du 1 s'est passée, ben, le gouvernement américain l'a mis de côté, et l'a presque considéré comme un fou. Donc il se retrouve à vouloir prendre sa revanche et à prouver au monde que non, il va servir son pays, et c'est un homme seul qui va réussir à sauver tout le monde. J'aime beaucoup quand il fait ça. Et tout le monde se retrouve en Égypte pour une espèce d'énorme baston de fin qui dure bien 40 minutes, où ça pète de partout. Alors là, Michael Bay, il a fait une des plus grosses explosions qui avait jamais été faite dans l'histoire du cinéma. Il a utilisé des milliers de tonnes de kérosène pour tout faire cramer. Et bon, c'est vrai que l'explosion, elle est sacrément impressionnante. En plus, les acteurs jouent vraiment pas trop loin de l'explosion. Donc ça en jette. Tu sens que le mec, là, il est dans un bac à sable. Littéralement, il fait joujou avec ses jouets numériques et pyrotechniques. Et ça dure 40 minutes. Il y a des bons moments, il y a des moments totalement lambda, il y a des trucs cool, il y a la pyramide d'Égypte qui se retrouve à se faire aspirer par un espèce de mégazord géant combiné de plusieurs outils de chantier, là. Et là, tu te dis, putain, mais les architectes, les archéologues, ils doivent être en PLS devant ce film, ils doivent être genre, non, pyramide de Toutankhamon, ah, non, le truc de Petra. Enfin, à un moment, j'ai l'impression d'être dans Team America, quoi, sauf que Team America, c'est du second degré, mais c'est littéralement la même chose, putain. L'armée américaine, ils défoncent tout, alors ils pètent les pyramides et tout avec des fusils. D'ailleurs, ils sortent un canon à la dernière minute du film, qui est genre le méga canon qui peut tuer les Decepticons, là. Mais sortez-le avant, les gars. Vous savez depuis le début que vous avez affaire à des Decepticons, sortez-le avant. Faites pas chier le monde. Ne le gardez pas pour vous, ce putain de fusil, là. Alors, entre-temps, il y avait les parents de Witwicky, parce que je sais pas pourquoi on s'intéresse à eux. Ils sont partis en vacances à Paris, dans le Paris le plus cliché de la planète de l'histoire des paris. De toute façon, Michael Bay, j'avais déjà vu son Paris dans Armageddon, qui est quand même plutôt rigolo. Bref, là, le Paris de Transformers, c'est un mime Marceau qui vient faire chier deux personnes qui bouffent des escargots. Cliché time. Et ils se font donc capturer par des Decepticons, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du film. C'est-à-dire qu'à la fin, ils sont dans le désert. Il n'y a personne qui les emmerde, ils sont libérés directement, ils courent avec Sam, et ils se retrouvent comme ça. Bon, ils participent à la scène d'action de fin, mais tu sais pas trop pourquoi. Mais ils sont là. Multiples explosions plus tard, Sam Witwicky se retrouve à crever, et oui. Et il va au paradis des Transformers, où il découvre toutes les anciens Prime, parce qu'en fait, Prime, c'est genre comme une lignée un peu, c'est presque des rois, j'ai l'impression. Et les Prime leur disent « Mais tu es là pour accomplir la destinée qui est de sauver Optimus Prime !» Et donc là, Sam Witwicky se réveille et il va balancer la Matrix dans Optimus Prime. Entre-temps, c'était devenu du sable qu'il a mis dans sa chaussette. Enfin non, mais il se passe des choses extraordinaires dans ce film. Optimus Prime se révèle, le Fallen débarque de nulle part, parce que voilà, fallait bien qu'il y ait un combat de fin. Et Optimus Prime pète la gueule à tout le monde. Et tout finit bien dans le meilleur des mondes, tout le monde est heureux. Megan Fox et Shia LaBeouf s'embrassent, ils se disent qu'ils s'aiment sous le soleil couchant de l'Égypte. Voilà quoi.
Une belle aventure de 2h30, encore une fois. Donc voilà quoi, pour ce qui est du scénario, il n'y a rien à dire, ce film est totalement foireux quoi, tu sens qu'il a été torché en 3 semaines, enfin, il y a quand même une séquence où ils arrivent à Petra, donc Petra a quand même site archéologique qui a été fouillé, refouillé, analysé dans tous les sens, et c'est parce que les deux jumeaux insupportables et légèrement racistes décident au milieu de ce temple de se chamailler, et ils percutent le mur, et derrière une petite peinture, il découvre une espèce de chambre mortuaire où tous les anciens Prime se sont retrouvés pour protéger ce putain d'objet, la Matrix. Mais tu te dis, mais les gars, c'est quoi cette facilité, c'est quoi ce dénouement de merde? Pourquoi ça arrive comme ça? Un vieil accident de deux robots qui se chamaillent, et les archéologues, encore une fois, vous les prenez vraiment pour des losers qui n'arrivent pas à trouver une chambre cachée derrière un mur grand comme ça, là. Mais putain, c'est le genre de choses dans le scénario, enfin, respectez, mais il y avait zéro respect, mais ils n'ont pas eu le temps de mettre du respect, quoi. Le truc a été torché avec des scénaristes en grève et tout, donc mais ça lui donne un charme, ouais, un peu nanardesque, mais avec de l'action qui est quand même vraiment spectaculaire. Parce que là, de l'action, là, on en veut, on en a, hein, entre la séquence du début sur l'autoroute où l'espèce de grosse machine de chantier roule et défonce tout. Alors d'ailleurs, je trouve ça dommage que vraiment il y a des motos Transformers, et je trouve ça dommage qu'ils mettent des pilotes quand ils sont en moto, quoi. Ça aurait été tellement classe de voir une moto rouler sans pilote comme ça. Ouais, mais bon, ils mettent les hologrammes, la pilote. Ça me frustre un peu, je vous avoue, ces hologrammes-là. Au niveau de la réalisation, Michael Bay, il fait du Michael Bay, il enchaîne mais tous ses gimmicks. Alors t'as le plan qui tombe du ciel avec Optimus Prime, donc ça, c'est un peu son plan préféré, il le fait à chaque film presque, il l'a fait dans je sais pas, dans Pearl Harbor avec la bombe, dans son dernier, la 13h, pareil avec une bombe aussi. Bon bah ce coup-ci c'est pas une bombe, c'est Optimus Prime qui tombe du ciel. Il est plutôt cool, bah, ce plan-là je n'en veux pas, je l'aime bien. Il utilise à foison les plans longue focale filmés par l'hélicoptère circulaire, là, donc le dernier plan de Star Wars 7, bah, là il y en a plein, des plans comme ça. Donc bah moi j'aime pas trop. Bah, j'aime bien quand c'est une séquence, mais quand ça revient 5-6 fois dans le film, il y a un moment, renouvelle-toi mon coco, renouvelle-toi. Il a un plan que j'aime bien, qui est un plan qu'il a repris plus ou moins de Bad Boys 2, où il rentre dans un trou, il fait le tour d'une maison, il re-rentre dans un trou qui est de l'autre côté de la maison et tout. Ça c'est le genre de plan que j'aime bien, quand il se permet de faire des espèces de caméras super mobiles avec du numérique dans tous les sens. Là j'aime bien. Par contre il y a des moments, il y a des coupes super abruptes, tu sens qu'il y a eu des reshoots, ou je sais pas, qu'il avait pas les séquences dans le bon ordre au scénario, parce que genre là, cette coupe-là, elle sort de nulle part. Enfin, t'as Optimus Prime qui sort d'une fenêtre dans le plan d'avant, et là d'un coup t'as juste Samu Wiki qui monte dedans tranquillou, alors qu'ils sont en plein milieu d'une course-poursuite et tout. Je trouve que c'est... Là j'ai pas aimé, quoi. Alors que la séquence d'action juste avant, Optimus Prime est vraiment pas mal, quoi. Là, il y a des jolis plans ralentis, bon, c'est super à effet, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça, au moins, t'es au cinéma, t'en prends plein les mirettes, et pourquoi pas, quoi. Mention spéciale au personnage le moins intéressant de l'histoire des films, je crois, le plus inutile, le coloc de Shia LaBeouf. Tu l'enlèves du film, ça ne change rien. Il ne fait pas une blague drôle, il ne fait pas une intervention intéressante. Le mec ne sert à rien, voilà, tu sens qu'ils ont dit il faut mettre un sidekick, un personnage, mais vu qu'on n'a pas le temps de bien l'écrire, on va juste le mettre. Et on va pas l'écrire en fait. Donc il est là, mais il ne sert à rien. Mais putain, mais ce film a été écrit en 3 semaines, mais ça se ressent à chaque seconde du film qu'il a été écrit à la va-vite, quoi. Mais j'aime bien. Je trouve que vraiment, ça lui fait son originalité, quoi. Bon, voilà, il est pas extraordinaire, hein. Moi, je lui mets la même note qu'Orin. Je lui mets 2,5 masques sur 5, parce que moi, je l'ai préféré, mais faut avouer que c'est pas meilleur. C'est juste que c'est un peu n'importe nawak, quoi. Et le côté n'importe nawak, c'est un peu comme j'ai fait avec Fast and Furious, le 2, qui est celui que tout le monde trouve le moins bien. Moi, je le trouve bien parce que d'un coup, les aberrations sautent aux yeux et ça prend une dimension différente, quoi, une dimension agréable. Moi, franchement, je l'aime bien, quoi. Voilà, en plus, il se permet carrément d'utiliser des plans de Transformers 1, quoi. Tout le plan avec le drone, là. Mais putain, mais mec, t'es à ce point-là de cheap. T'es à ce point-là, on est en mode économie, quoi. Putain, tu réutilises des plans de ton film d'avant. Enfin, tu me diras, tu réutilises des plans au sein du même film, tellement t'es cheap. Putain, mais ce mec, ça a l'air d'être un gros barjot, ce Michael Bay, quoi. Les gens sur le tournage, là, j'ai vu le making-of, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient là à dire, putain, c'est un mec, il arrête jamais, il pense à tout, il n'y a rien qui est écrit, c'est tout dans sa tête. Donc le mec, c'est typiquement le genre de réal qui gueule toute la journée, qui fait faire plein de trucs, mais il n'y a que lui qui arrive à se suivre et tout le monde rame derrière pour essayer de comprendre où il veut en venir, à mon avis. Ça doit être un calvaire. Genre là, Shia LaBeouf, quand tu le vois dans le making-of du 2, t'éclates de rire, le mec est trop blasé, il est en mode genre, oh putain, mais cette journée là, oh là là, mais il va être horrible, Michael Bay. Et quand il fait comme ça veut dire qu'on va passer une journée de merde parce
parce qu'il a plein d'idées que personne ne va comprendre, on va en chier. Donc voilà, moi je trouve que ça, il y a ce côté qui se ressort dans ce film, que ce côté ils en pouvaient plus de tourner un film, ils n'avaient pas de scénario et ils ont fait de leur mieux, mais bon. C'est con parce qu'ils seraient allés vers juste la Task Force là. Je trouve que c'était une bonne idée en soi, quoi. Un film d'1h30 sur une espèce de chasse aux Decepticons là, à travers plusieurs pays et tout, ça aurait pu être cool. Mais de repartir dans le MacGuffin à foison, hein, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette rétro-critique de Transformers The Revenge of the Fallen. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me partager, à liker. Voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine critique de Dark Side of the Moon, je crois, si je ne m'abuse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.